Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Que savons-nous des fonds marins? Une étude est menée sur le sujet depuis 2022. Son bilan a été livré ce matin à la présidence. Des spécialistes ont formulé des recommandations pour accompagner les futures politiques publiques. Il a été inauguré en 2022 et a été fermé en 2023. Le foyer des jeunes travailleurs à Pirée permettait à 30 jeunes dans le besoin d'être logés à moindre coût. Ils ont finalement été délogés et le bâtiment va avoir une autre utilité. De la culture également dans cette édition avec les dernières répétitions pour le Heiva Taurea. Nous avons suivi les élèves de Maupiti le temps d'une matinée sur la scène de Tohata. Rigueur et bonne humeur étaient au rendez-vous. Enfin, nous recevrons le groupe EVJ à la fin de ce journal. Les trois artistes se produiront pour la première fois en Polynésie ce samedi. Les grands fonds marins nous entourent, mais restent méconnus. Ils sont l'objet d'une étude menée par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Un bilan commandé par l'ancien gouvernement qui a donc été présenté ce matin. Il a principalement été question d'exploration minière. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol et Mérité Atto. Dans les grands fonds marins, des mollusques, des crustacés, des poissons ou encore des éponges forment un écosystème fragile et encore peu étudié. Selon cette professeure du Muséum national d'histoire naturelle, la communauté scientifique manque de données au sujet de cette biodiversité. Si on regarde les données de la biodiversité, elles sont très distordues parce qu'on a regardé plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc concernant les environnements profonds, on a beaucoup regardé ces sources hydrothermales, on a beaucoup regardé les plaines à nodules polymétalliques dans les eaux internationales. Donc pour attaquer le problème de la Polynésie, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, je dirais. C'est qu'il faut trouver des moyens qui soient moins coûteux pour être déployés à grande échelle. Et c'est le fait de les déployer à grande échelle qui apportera des réponses. L'océan devient un enjeu à la fois économique et environnemental. La pression des industries minières sur les plaines abyssales est de plus en plus forte pour récolter les nodules polymétalliques. Chez nos voisins des îles Cook, l'exploration a débuté, rappelle le président du pays. Moetai Brotherson milite pour la prudence au sujet des ressources minérales. On a aujourd'hui une ZEE dans laquelle on fait une pêche responsable à la palangre. Est-ce que les thons vont rester chez nous si on exploite les fonds marins? C'est une question à laquelle personne n'a de réponse. Et qu'est-ce qui peut se passer pour nous, les humains? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est interconnectés avec l'océan. En 2022, la Polynésie française s'est positionnée en faveur d'un moratoire sur l'exploration des fonds marins, de quoi rassurer des associations de protection de l'environnement qui restent toutefois vigilantes. On continue de s'interroger parce que le terme d'exploration reste ambigu. L'histoire a montré que les explorations ont donné lieu à des exploitations et notre inquiétude, elle est là. Ces plaines à nodules abritent aussi des petits organismes et d'autres espèces complètement inconnues. Les connaissances actuelles sur la géologie des minéraux ne suffisent pas, selon Sarah Samadi, pour dire comment exploiter les fonds. Au-delà du savoir scientifique, le besoin d'extraire des métaux sous-marins relève d'une question sociétale. Les ressources minérales, quand on va les chercher sur Terre, on fait des dégâts énormes sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les populations humaines, etc. Donc sous l'eau, c'est pareil. Donc pour moi, la question, elle est plus générale sur qu'est-ce qu'on fait pour avoir besoin de moins de ressources. La restitution des ateliers de ce colloque vise à accompagner les politiques publiques du pays en matière de gestion et de protection des mondes sous-marins. Et comme je vous le disais en titre, le foyer des jeunes travailleurs à Pirée a fermé ses portes en catimini le 30 novembre à la suite d'une décision du ministère de la Jeunesse. Une décision aux lourdes conséquences pour certains jeunes actifs qui, faute de logement, ont dû abandonner leur travail et retourner dans leur île natale. Jessica Doucet, Esther Parau-Cordette. Le foyer des jeunes travailleurs inhabité depuis 3 mois alors que les besoins en logement sont immenses. Tofa y vivait depuis son ouverture en 2021 jusqu'à fin septembre dernier. Se loger avec un loyer mensuel de 20 000 francs, une aide considérable pour ce jeune de Reiatea. Je suis allé sur Internet et comme ça, avec ma mère, nous avons vu une annonce
qui disait donc que c'était une aide au logement pour des jeunes qui suivent une formation ou des jeunes qui suivent un petit contrat et qui sont rémunérés avec un petit salaire moins que le SMIC. Tofa a trouvé du travail sur Tahiti après sa formation de 2 ans. Le problème du logement s'est de nouveau posé après la fin de son contrat de bail au foyer. Ils nous ont orientés vers la ISPF. C'est une petite société qui aide justement les jeunes ou que ce soit des familles sociaux à avoir un logement. Donc ils nous ont orientés vers là-bas pour nous guider aussi à avoir un autre logement ailleurs, mais à un prix un peu plus cher que les 20 000 francs que je payais mensuellement. Inaugurée en grande pompe fin 2022 par l'ancien gouvernement, la délégation pour la prévention de la délinquance juvénile assure n'avoir pas eu d'autre choix que de fermer la résidence. L'établissement, qui comptait 26 chambres et accueillait de jeunes actifs de moins de 30 ans, n'avait aucune base légale, selon le ministère de tutelle. Donc en fait, ça n'a pas été ficelé, ça n'a pas été fait convenablement. Ensuite, il y a une deuxième motivation, c'est que pour pouvoir gérer cette RJT qui était placée sous la tutelle de la DPDJ, eh bien, on n'a pas eu la bonne idée de récupérer non seulement le bâti, mais aussi les crédits qui vont avec. Donc en fait, pendant 1 an, on a utilisé les crédits de la prévention de la délinquance pour financer le logement de ces jeunes travailleurs. L'OPH retrouve la gestion de ce bâtiment pour accueillir en urgence des familles en grande précarité. Et nous avons interrogé la ministre du Logement Minari Galnon sur le devenir de ce centre d'hébergement des jeunes travailleurs. Il servira désormais d'hébergement d'urgence pour les familles sinistrées lors d'incendies ou de calamités naturelles. Nous écoutons ses explications au micro de Sam Tainaori. Dans un premier temps, ce foyer des jeunes travailleurs que j'ai récupéré en tant que ministre des Solidarités, c'est pour d'abord des logements d'hébergement d'urgence. Alors pour information, aujourd'hui, il y a 3 familles de Mahina qui se sont retrouvées sans domicile et bien qui y habitent depuis 1 semaine. Donc c'est ce que j'ai annoncé lorsque j'ai ouvert. J'ai dit au moins des bonnes nouvelles du gouvernement. Tous les sinistrés qui attendaient un logement d'urgence, on les a relogés. Et maintenant, nous allons les accompagner, soit en construisant, en leur attribuant un logement au PH, mais que les dossiers soient prêts, ou soit alors de voir avec eux quelles sont les activités économiques et professionnelles qu'on pourra mettre en place pour les accompagner. Minari Galnon, qui est tout juste rentré de son déplacement à Paris, a dressé le bilan de ces rencontres. De potentiels partenariats avec l'Hexagone sur les sujets du logement et de l'insertion pourraient prochainement voir le jour. Le ministre de l'Agriculture, Taivini Tehei, a également dressé le bilan de sa mission parisienne en présentant un programme de développement de la souveraineté alimentaire. Il souhaite notamment l'ouverture d'unités mixtes de recherche pour accompagner les agriculteurs polynésiens. Nous l'écoutons au micro de Sam Tainaori. Rencontrer la présidente de la direction générale du CIRAD, de l'INRA, pour leur présenter notre volonté de partenariat, de création ici en Polynésie française d'unités mixtes techniques, pour avoir ce pool technique, scientifique au bénéfice de nos agriculteurs. Répondre à leurs problèmes, notamment de peste végétale, de qualité des sols, de semences appropriées pour une production. Forte affluence ce matin au CEFI, en cause l'avant-dernier job dating pour les Jeux Olympiques. 46 postes sont encore à pourvoir et ils devraient tous trouver preneur dans les prochaines semaines. Le point dans ce reportage de Naya Bennett, commentaire signé Sophie Gebel. À 4 mois des Jeux, l'équipe locale des JO continue de recruter pour constituer ses équipes. Contrairement à la faible affluence des dernières sessions, ce job dating est une réussite. On a eu une première date à Papeete où on a eu 20 candidats uniquement. Donc effectivement, on avait mauvaise mine, on va dire, parce qu'on était un petit peu inquiet pour la suite. Et puis derrière, il y a une deuxième date à Taravao où là, on a eu l'équivalent de plus de 60 candidats. Donc là, on a repris un peu confiance, on a repris le sourire. Et puis, c'est une question de communication, comme d'habitude. Et puis, on a eu aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, à 10h30, on a passé 109 candidats là, à l'heure où on parle. On est très satisfait des résultats.
On a revu aussi notre campagne de communication depuis la semaine dernière. Il y a eu un petit amalgame au niveau des contrats de travail puisqu'il y a eu une petite communication autour des postes qui étaient assimilés à du bénévolat, alors que non, on est bien sur des offres d'emploi. Et cette correction a pour l'instant très bien fonctionné. Services, sport ou encore organisation, 46 postes sont à pourvoir. Des postes rémunérés allant de 1 à 3 mois selon les missions qui seront confiées. Tehere a tenté sa chance ce matin. Comme je surfe aussi et puis je parle bien espagnol, je maîtrise, je suis professeur d'espagnol, donc du coup je me suis dit peut-être pour venir aider les surfeurs hispanophones. C'était bien, c'était intéressant. Ils ne s'attendaient pas à une candidature en espagnol parce que c'est souvent en anglais. Et puis ben voilà, j'ai dit ce que je voulais, mes motivations, mon intérêt et voilà. Et tu penses que ça s'est bien passé? On verra bien, pourquoi pas, ouais, c'est à voir. Cette étape est une présélection. Les candidats retenus auront une deuxième phase de recrutement à passer, celle d'un entretien plus poussé. Là, on viendra beaucoup plus, dans le détail des missions, et 2, ils auront un entretien non pas avec n'importe qui de l'équipe, mais ils auront un entretien spécifique avec la personne responsable du métier. À ce jour, 200 candidats ont passé les entretiens. Demain se tiendra l'ultime job dating de ces Jeux Olympiques à Taravao. Les candidats sélectionnés seront fixés le 31 mars. Et nous continuons de parler des Jeux Olympiques. Souvenez-vous, une vidéo avait été diffusée en décembre. Elle montrait la barge censée acheminer la tour des juges sur le spot de Te Au'u détruire des coraux. Le parquet de Papeete n'a pas donné suite à l'enquête préliminaire. Malgré l'émoi suscité par cet événement et l'ampleur de sa médiatisation, aucune infraction n'a pu être constatée. Nous écoutons la procureure de la République, Solène Belawar. Elle est au micro de Sam Tainaore. J'avais ouvert une enquête confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP, service spécialisé en la matière, au regard aussi de l'émoi important qui avait été causé par l'effet de leur médiatisation. Il était important de tirer au clair les circonstances dans lesquelles ces coraux avaient été dégradés et rechercher si une infraction pénale avait été commise à cette occasion. Il y a plusieurs auditions qui ont été menées, beaucoup de documentation réunie. À l'issue, il n'est pas démontré que la barge a traversé une aire marine protégée, ce qui pourrait constituer une infraction. Il n'a pas non plus été démontré que des espèces protégées par le Code de l'environnement avaient été dégradées, notamment des coraux noirs, qui sont spécifiquement visés dans le Code de l'environnement. C'est pour ça que j'ai considéré qu'aucune infraction ne pouvait être caractérisée en l'espèce et ce qui a entraîné cette décision de classement sans suite. Et toujours dans le lagon, mais cette fois dans celui de Raiatea. Depuis hier, les agents de la douane française et de la gendarmerie mènent des contrôles surprises. L'équipe se concentre sur l'inspection des navires étrangers, notamment les paquebots de croisière et les voiliers de passage. Ils tentent de déceler d'éventuelles fraudes douanières, de la contrebande ou des produits illicites. Un mot de sport à présent. Après le renouvellement de l'ensemble des bureaux des fédérations sportives, c'est au tour du comité olympique de Polynésie française de procéder à ces élections. 2 candidats sont en course, Louis Prevost, le président sortant, et Fa'ana Taputu, le président de la fédération tahitienne de basketball. Désiré Teivao et Oriano Tefau les ont rencontrés. La continuité ou le changement. La première voix est incarnée par Louis Prevost à la tête du comité olympique de Polynésie française depuis 2017. On retient notamment de ses mandats l'obtention des Jeux du Pacifique de 2027 organisés au Fénouan, un événement que le pays n'a plus accueilli depuis près de 30 ans et le président sortant compte bien aller au bout de ce projet. Je suis effectivement dans cette continuité si effectivement les présidents de fédération le décident. C'est parce que c'est à eux que revient le mot final de dire oui, on te garde pour aller jusqu'au bout de la mission que tu t'es octroyée, entre guillemets, mais pas que. Il y a aussi, entre autres, il y a peut-être les Jeux des Archipels. Il y a tout un programme qui était là depuis 2017 qu'il faut continuer à mettre en place. Au-delà, je dirais, des affaires courantes, c'est l'organisation des Jeux et de les gagner chez nous. La deuxième voie proposée aux 36 fédérations sportives est celle du changement, portée par Fa'ana Taputu, président de la Fédération tahitienne de basketball. Il souhaite insuffler une nouvelle dynamique au mouvement sportif, dans son programme notamment
l'inscription du COPF au Comité olympique international. Notre vision, c'est qu'il faut qu'on rentre au CIO. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de passer au CIO. Parce qu'il y a de l'argent à aller récupérer là-bas pour pouvoir aider nos athlètes. Aujourd'hui, on a plusieurs athlètes qui peuvent aller aux Jeux olympiques. On voit au niveau du surf, on voit au niveau de la boxe, du taekwondo et d'autres disciplines pour représenter le pays. Donc, il faut qu'on arrive là. Je suis président demain, l'équipe que je vais conduire, on ira jusqu'à ce qu'on soit au CIO. Et je suis sûr qu'on pourra être au CIO avant la fin de notre mandat. Pour le scrutin de samedi, les 36 fédérations seront divisées par collège. Les sports olympiques, les sports non olympiques, les sports adaptés, la Confédération des sports scolaires et les délégués du COPF. Les 2 candidats ont encore un peu moins de 2 jours pour convaincre les derniers indécis. Et maintenant, on va faire un tour à Tauata, où les derniers préparatifs ont lieu pour le Heiva Taurea. Cette année, plus de 600 artistes seront présents. Parmi eux, 17 élèves de Maupiti fouleront pour la première fois cette mythique scène. Nous avons assisté à leur dernier entraînement ce matin. Regardez. Pour en arriver là, ces collégiens de Maupiti ont enchaîné les entraînements après les cours depuis le mois de novembre. Ils sont 17 jeunes artistes à s'être engagés dans l'aventure du Heiva Taurea. On leur a demandé leur avis personnel concernant la culture, pourquoi ils ont participé au Heiva Taurea. Et la plupart ont répondu que la culture se perd et que c'est important qu'elle renaisse par leur catégorie d'âge. Même si ce n'est que la première fois qu'ils participent au concours, ils visent la victoire et ne laissent passer aucune fausse note. C'était Réveil, 13 ans, qui est la chef d'orchestre, une responsabilité qui lui tient à cœur. Et vous dire à un moment, c'est ça l'orchestre, vous allez trop si vite. Mon rôle, c'est de bien gérer les élèves, comme le protopage, s'ils vont trop vite, il faut baisser d'un temps. C'est une première pour nous. C'est exceptionnel parce qu'on n'a pas nos parents près de nous, c'est un peu bon. Il y a un peu trop d'émotions, on pense à nos parents qui nous encouragent. En plus de se présenter dans la catégorie du meilleur orchestre, la troupe se présente dans celle de la danse. Les collégiens et leurs professeurs ont conçu des mélodies et chorégraphies autour d'un thème spécifique, la légende de l'oiseau Teuru. C'est une légende de Maupiti qui n'est pas connue d'ailleurs. En gros, le thème, c'est un oiseau et un chien. Du coup, l'oiseau, c'est la danseuse et le chien, c'est le danseur. C'est une histoire qui n'a jamais été prise pour un concours et du coup on est honoré de le présenter ici. La 7e édition du Heiva Taurea débute demain soir et ils seront les premiers à se produire sur scène. Les élèves de Maupiti comptent bien tout donner. Le Heiva Taurea aura donc lieu jeudi, vendredi et samedi soir à Tauata. Si vous souhaitez assister au concours, des places sont encore disponibles. Elles sont à 500 francs la soirée. Elles sont 3 et viennent de poser bagages à Tahiti pour un concert unique dans un hôtel à Fa'a. Le trio Elijay se compose de Lucie au saxophone, Elisa à la batterie et Juliette au violoncelle, à la guitare ou encore à la basse. C'est en 2015 qu'elles se sont fait connaître, des centaines de millions de vues plus tard, une victoire de la musique en 2017 et 4 albums de sortie. Elles débarquent sur la scène tahitienne ce samedi 9 mars. Mais avant, elles sont sur notre plateau. Bonsoir à toutes les 3. Bonsoir. C'est donc votre première fois en Polynésie, votre première fois sur scène à Tahiti. Comment appréhendez-vous votre rencontre avec le public polynésien ? On a hâte. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on a vraiment très hâte. Ouais. On a eu un super bon accueil et ouais, on a vraiment hâte de les rencontrer. Ouais, tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant, tout le monde est dans le partage et c'est ce qui compte le plus dans un concert, c'est de pouvoir partager au maximum avec les gens qui viennent. Donc on est vraiment très impatiente là. C'est enrichissant pour vous, je suppose, de rencontrer différents publics comme ça. Oui, oui. Puis selon où tu vas, c'est complètement différent. Là, on ne sait pas trop si c'est ambiance fête à fond ou plutôt familiale, posée, s'ils sont à l'écoute. Voilà, hâte de les rencontrer, en tout cas. Et pour ceux donc qui ne vous connaissent pas encore, on va revenir à la base de votre trio. Comment tout a commencé ? Alors, dans nos vies, nous, on s'est rencontrés à la crèche et à la maternelle, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a commencé la musique toutes les 3 à 4 ans. Et avec Lucie, on a très vite fait que du chant et Juliette du violoncelle. Et le groupe s'est formé officiellement en 2013 à la suite d'un concours qui était donné sur Facebook par un groupe qui s'appelle Trio.
Il fallait reprendre une de leurs chansons. On l'a fait vraiment à l'arrache. On avait juste envie de s'éclater. Et en fait, on a gagné. Et le lot, c'était de les rencontrer. On a fini par chanter sur scène avec eux et on s'est dit, on repart pas. C'est sur scène, c'est chez nous. Et du coup, on est né comme ça. Vous avez parcouru un long chemin depuis le tout début, depuis votre création. Maintenant que vous êtes en Polynésie, comptez-vous peut-être vous inspirer des sonorités locales, peut-être rencontrer des artistes de chez nous ? En tout cas, ce qu'on a entendu à la radio, c'est qu'il y avait beaucoup de reprises de chansons françaises à la polynésienne. Et nous, on a fait un album aussi, on reprend un peu à notre sauce les chansons françaises, un peu classiques et tout. Pourquoi pas faire un mélange de tout ça. Trop chouette. Ouais. En tout cas, c'est très inspirant quand même. Et samedi, avant le concert, en plus, on a la chance d'avoir apparemment 3 musiciens qui sont des brutes musicales ici. On a trop hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, à chaque fois qu'on a entendu de la musique de chez vous, je crois qu'on s'est toutes mises à pleurer. Donc on a vraiment hâte. À danser plutôt. Et à danser. Oui, voilà, pleurer de joie, c'est genre, c'est génial. Tout est trop beau, donc on a trop hâte. Quelque part, vous vous retrouvez dans les remixes polynésiens, c'est quelque chose qui vous fait écho, du coup, c'est vraiment une valeur que vous partagez ? Ouais. Reprendre à sa sauce, avec son univers, carrément. Et quelle est la suite du coup pour le trio ? Est-ce que vous avez d'autres tournées dans d'autres pays, ailleurs qu'en Polynésie française ? Est-ce qu'il y a un autre album peut-être qui est dans les tuyaux ? Là, écoutez, on était en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Après, il y a beaucoup d'Europe. On va faire Allemagne, Angleterre, voilà. Et puis on est en tournée, quoi. On est en tournée, là, on va faire la tournée des festivals cet été. En France. Et puis normalement, un nouvel album qu'on va commencer à préparer là. On va le faire très vite, parce que comme ça, on pourra revenir plus vite ici. Exactement. Voilà. Donc là, vous parlez déjà de revenir, mais déjà pour commencer, vous allez vous produire donc ce samedi sur scène. À quoi doit s'attendre le public ? Quelle surprise leur réservez-vous ? Ce sera vraiment un mix entre nos reprises, nos mash-up et nos compositions. Après, beaucoup d'instruments, parce qu'on a quand même pas mal d'instruments sur scène. Batterie, guitare, basse, violoncelle, saxophone. Après, je vais pas tout spoiler non plus. En tout cas, on va faire la fête. Mais en tout cas, j'espère qu'on va faire la fête, Vous allez interpréter plusieurs de vos reprises phares, alors ? Ce sera tout. Il y a de tout. Il faudrait peut-être qu'on apprenne du coup une petite chanson polynésienne là, pour J'aurais trop peur de mal l'interpréter. Ouais, mais ils chanteront avec nous, je sais pas. Le petit navire, apparemment. Apparemment, le petit navire, c'est quelque chose ici. Voilà. Donc le rendez-vous est donné donc samedi à Fa'a. Et ce sera à quelle heure, juste pour le rappeler à nos téléspectateurs ? Je crois qu'on joue à 19h15, que Ouais. la porte ouvre à 17h30 et qu'à 18h, du coup, il y a une première partie. Et je crois qu'il reste une 40aine de places, donc voilà. Pas beaucoup. Venez. Donc, si vous voulez venir, venez. Eh bien, le rendez-vous est donné et le message est passé. Merci beaucoup à toutes les trois pour être venues ce soir en plateau. Merci à vous. Et voilà donc pour l'actualité de ce mercredi. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, vous voyez votre émission de 0 à 100 km/h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.